les assoiffés de sang fictif, bienvenue dans ce numéro spécial roast beef à la sauce victorienne. C'est-à-dire une histoire qui se passe chez nos voisins anglais sous le règne de la reine Victoria durant le 19e siècle. McCoy a des exigences historiques ces derniers temps, cherchez pas. J'ai porté mon choix sur le premier titre qui m'est venu en tête, From Hell. Mes derniers visionnages datent de l'université. J'en avais gardé un très bon souvenir. Époque fac de lettres, études de littérature gothique, bouteille d'absinthe. Avec mon pote Fabrizio, From Hell a été un des films dont on parlait et qui nous parlait le plus. Du coup, ce 32e numéro est l'occasion de savoir si 20 ans après, il me plaît toujours. From Hell est un film américain datant de 2001, créé à partir du roman graphique au même titre et qui nous propose une théorie sur l'identité d'un des tueurs en série les plus iconiques du Royaume-Uni, Jack l'Éventreur. Albert et Allen Hughes sont les jumeaux réalisateurs de La Bobine. Je connais rien d'autre d'eux, sauf peut-être Menace to Society, mais je suis pas sûr. En revanche, le casting est célèbre, et pas que dans le genre. L'inspecteur Abberline est joué par Johnny Depp, qui n'est plus besoin de présenter, je crois. Même si ses expériences ciné sont variées, gardons juste en tête que c'est par la porte horrifique qu'il est entré dans le milieu, grâce à Wes Craven qui lui offre un rôle dans Les Griffes de la Nuit. Mary Kelly, une des prostituées dans le viseur de Jack the Ripper, est interprétée par Heather Graham. Son terrain de jeu, c'est plutôt la comédie, comme Austin Powers 2, Very Bad Trip ou encore Scrubs. Mais ça ne l'a pas empêché de taper de petites incrustes dans Twin Peaks, Scream ou encore Horns. Sir Gull, un médecin émérite qui aide un peu Abberline dans son enquête, c'est feu Ian Holm. Lui aussi avait beaucoup d'expérience, notamment dans le genre. Brasil, Le Festin nu, Alien le 8e passager, Frankenstein, Le 5e élément, Existence et finalement Le Seigneur des Anneaux. Décédé il y a très peu, Robbie Coltrane est le partenaire de l'inspecteur Abberline. Son dernier grand rôle a été celui d'Hagrid de l'univers Harry Pomme de Terre. Et ce serait pas l'heure du pitch ? Oui, il est temps de pitcher. Alors pitchons les amis. Let's go. Nous sommes en 1888 à Londres, dans le district de Whitechapel, où voleurs, prostituées et tueurs se partagent le terrain. Mary Kelly et ses collègues sont sous la protection de McQueen qui en veut à leur pèse. Et vous savez où vous l'avez déjà vu ? You made me miss. L'une des filles de joie, Anne, est entretenue par Albert, un riche qui lui a fait un bébé. Je veux mon bébé mijoté à la crème. Celui-ci est confié à Marie pour qu'Anne puisse batifoler avec son amant. Des mecs débarquent pour mettre fin aux ébats. Albert est placé dans une voiture, Anne dans une autre, le tout sous les yeux de Marie. Les mecs font subir la question à Anne. Who knows? I didn't know. Chum. De quoi il parle ? La première victime de la bande de Mary s'en prend plein la gueule en mode giallo gothique. Stylé. Pendant ce temps-là, Johnny Depp en a trop pris une fois de plus. On avait 2 sacs bourrés d'herbes, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. Le souci, c'est qu'il fait partie de la police, alors ça la fout mal. Get up! Ces prises de drogue lui sont pourtant bien utiles dans ses enquêtes car elles provoquent des visions. Tant mieux, car un nouveau cas bizarre se présente. Il y a un nouveau player en ville et il se contente pas de tuer. Il emporte un peu de ses victimes avec lui. On retrouve Anne en bien mauvaise posture car internée de force puis lobotomisée pendant que la bande de Mary Kelly continue gentiment de diminuer. Pour les filles, c'est signé McQueen. Abberline comprend vite que l'affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Qui en veut à ces pauvres filles dont la vie n'est déjà pas sécure ? Que c'est Anne, au point qu'il faille la lui faire boucler pour de bon. Frédéric parviendra-t-il à le choper, ce putain de dragon ? I would happily wallop you every time you chase the dragon. Procurez-vous From Hell pour satisfaire votre curiosité. De manière générale, From Hell est aussi bon que dans mon souvenir, à quelques détails près. La photographie des paysages a mal vieilli, mais c'est à cause de nos télés d'aujourd'hui qui sont très performantes. On voit direct le fake. Là, je chipote, c'est franchement pas gênant. Le thème musical du tueur... il me rappelle un autre bon souvenir ciné horrifique. Vous savez de quel péloge je parle ? J'attends votre réponse dans les commentaires. Jack l'Éventreur est célèbre pour la sauvagerie de ses actes. Voyons si celui de From Hell est à la hauteur de sa réputation. Il m'avait semblé que le film était plus gore, et j'avais oublié que pendant les meurtres, les hors-champs étaient systématiques. Cependant, on a droit à des compensations. On voit les résultats des carnages, dont l'apogée est le dernier crime de Jack. Les commentaires post-mortem sont détaillés, cliniques, tout ce qu'il faut pour imaginer la scène et donner
donner des remontées acides aux plus sensibles. Et puis il y a des effets de style décidément gialesques. La machette de la classe est décernée au dernier forfait de Jack. Pour une fois, on passe du temps en sa compagnie, et on a même droit à un cours accéléré d'anatomie. Le final de la scène est terrible. Le katana de l'espoir, mais je suis pas certaine que ce soit ça qui le tue. C'est un épluchage de gueule à la roue. Regarde le film de ce soir. Ils ont épluché mon visage. C'est rigolo. Enfin, le couteau à beurre de la honte. Si vous voulez pas de spoil, faites un bond de 2 minutes. Ce couteau revient à la mort d'Aberline. Il a fini par mettre la main sur ce fichu dragon. C'est triste, parce que parano jusqu'au bout et a raison, il ne retrouvera jamais Mary Kelly cachée en Irlande. Il finit donc seul, mais rassuré de la savoir en sécurité avec la petite orpheline d'Anne. Avant de vous quitter, voici quelques recommandations royales si vous voulez rester dans l'ambiance victorienne. Le très touchant Elephant Man, avec un Anthony Hopkins super jeune. À ce titre, John Merrick alias Elephant Man fait une apparition dans From Hell. En littérature, le portrait de Dorian Gray, un roman fantastique écrit par l'immense Oscar Wilde, tellement stylé cet homme. Et dans la catégorie meurtre en série de prostituées, mais là on n'est plus en Angleterre, le choix est immense en fait, mais je veux mentionner une toute récente découverte, Holy Spider, un film iranien, enfin c'est plus compliqué que ça, qui retrace l'histoire vraie d'un fanatique qui voulait nettoyer sa ville des filles impures. J'en profite pour remercier Libelle qui me l'avait conseillé. Merci mec. J'y consacrerai un numéro quand l'occasion se présentera. Je vous quitte sur cette promesse, mais restez pour le très bon choix de McCoy. On se dit au mois prochain pour un nouveau combat. Oh! Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial, l'horreur à l'époque victorienne. Ou dans mon cas, pré-victorienne, puisque mon film se passe à l'époque géorgienne, 10 ans avant. Mais c'est presque pareil. On va pas en faire tout un foin, hein. Les rues sont dégueulasses et boueuses, les vêtements sont les mêmes, on se partage 8 dents pour 3 bouches, on va pas chipoter. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Ce genre de film était monnaie courante dans les années 50 et 60 et souvent adapté de livres de l'époque comme Dracula de Bram Stoker ou Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. À notre époque, c'est plus rare, mais certains sortent du lot comme The Limehouse Golem avec Bill Nighy, Crimson Peak de Guillermo del Toro avec Tom Hiddleston, Sleepy Hollow de Tim Burton avec Johnny Depp, Les Noces Funèbres de Tim Burton avec Johnny Depp, Sweeney Todd de Tim Burton avec Johnny Depp. Eh ben, on a aussi Le sublime entretien avec un vampire, avec Tom Cruise et Brad Pitt. Le film traverse plusieurs époques, mais il s'attarde sur celle qui nous intéresse, alors on le garde. Vous vous en doutez, comme d'hab, j'ai préféré en choisir un qui ne jouit pas de la même notoriété et qui comporte un peu d'humour. J'aime la légèreté. En tout cas dans les films, puisque c'est pas le mot qui vient à l'esprit quand on me regarde. Ah, l'écran, monsieur Tabor, hein? Je suis pas gros. Bien, good. L'écran, monsieur Tabor. Je vais donc vous parler ce mois-ci de Burke and Hare. En français, Cadavre à la pelle. Comme le mois dernier avec Les créatures de l'Ouest, je déteste pas le titre francophone. C'est rigolo, ça colle au film, et c'est bien plus vendeur pour le néophyte qui, s'il ne connaît pas le fait divers, va passer complètement à côté d'un film qui porte le nom de 2 inconnus, ayant réellement existé ou non. On nous a déjà fait le coup avec Plunkett et McLean, qui se déroulait lui aussi à l'époque géorgienne, mais bien avant. On nous dit quand exactement dans le titre utilisé en France. Guns 1748. Comme ça, c'est plus simple, on comprend qu'il y aura des flingues et que ça se passe dans le passé. Le changement est compréhensif dans ces 2 cas. Le pitch de Cadavre à la pelle. En 1827, à Édimbourg, Écosse, capitale de la médecine, 2 pauvres bougres sans le sou essayent de survivre en jouant de petites arnaques qui foirent à chaque fois. Les 2 William, car ils portent le même prénom, n'arrivent pas à voir le bout du tunnel et commencent à perdre espoir. Le couple de Hare bat de l'aile, sa femme étant bourrée H24. Sa seule source de revenus provient de locataires à la santé précaire qui vivent dans les chambres de sa maison. Quand l'un d'eux vient à mourir avant d'avoir payé le loyer, Burke and Hare décide de vendre son corps à la science afin de gratter quelques livres. Je parle de la devise, pas de bouquin. Et quand je parle de devise, je parle de monnaie, pas de slogan ou de proverbe. Feriez mieux d'écouter à l'école plutôt que de rouler des galoches derrière le gymnase.
Se rendant compte que les cadavres frais peuvent rapporter gros, Burke and Hare s'enfoncent peu à peu dans une spirale funeste. Ils commencent tout d'abord à aider un locataire fatigué, mais pas volontaire, à passer l'arme à gauche, puis commettent quelques accidents. On pousse un ivrogne dans les escaliers, on fout une frousse du diable à un gros monsieur pour provoquer une crise cardiaque, etc. Mais quand la demande se fait plus forte et qu'accessoirement Burke a un gros besoin d'argent afin de séduire une ex-catin aux ambitions scéniques, le meurtre devient la solution la plus simple. Mais la discrétion n'est pas de mise, et quand le médecin, qui n'est d'ailleurs pas dupe quant à la provenance des corps, mais ferme les yeux au nom de la gloire et du progrès, se trouve être interrogé par la milice, balancer les deux compères se fait tout naturellement. Bon, c'est un peu plus que le pitch, c'est carrément les grandes lignes. Mais évidemment, je ne révélerai rien du dénouement, car bien que le film soit tiré de faits réels, sauf ceux qui ne le sont pas, dixit l'introduction du film, il me faut vous préserver la surprise. On va maintenant parler du réalisateur, et comme on l'aime bien, ça va me permettre de faire un petit montage de sa filmo. Monsieur John Landis, réalisateur ô combien culte, qui traîne ses guêtres depuis les années 70. Un gars toujours souriant, trop peut-être, puisque c'est tellement un trait de caractère qu'il lui est arrivé de sourire pendant un procès l'accusant de négligence, ayant entraîné la mort de l'acteur Vic Morrow et de 2 enfants sur le tournage de son segment sur l'anthologie La 4e dimension, le film. Est-ce qu'il est coupable ? Non. Est-ce qu'il est indirectement responsable ? Je dirais un peu que oui quand même. Mais on n'est pas là pour faire son procès. Cette négligence est un travail d'équipe, si j'ose m'exprimer ainsi. Je vais pas vous foutre le moral de les pompes, donc si vous voulez en savoir plus, vous trouverez tout sur YouTube. Mais attention, certaines images peuvent choquer. John Landis, donc, un nom bien connu des cinéphiles, mais moins des novices. Je vous fais sa filmo non exhaustive en mettant en avant ses plus gros succès et ou réussites. Hamburger Film Sandwich, un film à sketch complètement déjanté. American College, le American Pie des 70s, pour vous situer. See if you can guess what I am now. I'm a zit. Get it? Les Blues Brothers. Le loup-garou de Londres. Un prince à New York. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Un fauteuil pour 2. Hey, bubbles, man! Say, man, when I was growing up, we want jacuzzi, we had to fart in the tub. This is bad. Le film La 4e dimension, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Scare me. Are you ready? Okay, go ahead. What are you doing? Tres amigos. L'embrouille est dans le sac. C'est un remake d'Oscar avec Sly, en Louis de Finesse. C'est pas le meilleur Stallone, on va pas se mentir. You're better than that! Mais il y a Marissa Tomei dedans, alors forcément... I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. J'en ai presque oublié l'extrait. You'll find out what a picnic that is. Shocking insolence. I would have terminated her immediately. I can't do that anymore. Best I could do was fire her. Innocent Blood, un petit film de vampire avec Anne Nikita Parrillo.
Et le flic de Beverly Hills 3, qui est bien raté, faut le dire. Et on termine avec Cadavre à l'appel, donc, le film qui nous intéresse aujourd'hui, et qui est officiellement, et pour l'instant, son dernier film depuis 12 ans. Landis n'apparaît pas dans celui-ci, mais il adore faire des caméos dans ses films et ceux des autres. À l'image de Darkman, La course à la mort de l'an 2000, La nuit déchirée, avec également Joe Dante, que vous pouvez apercevoir sur la gauche, 1941, et bien d'autres. Il a même été cascadeur sur des westerns cultes de Léon, comme Le Bon, la Brute et le Truand, où il était une fois dans l'Ouest. On l'appelle polyvalent 10. Pardon. Passons à la distribution. William Burke est joué par le génial Simon Pegg, révélé aux côtés de son comparse Nick Frost devant la caméra de leur ami Edgar Wright dans ce qu'on appelle la trilogie Cornetto. 3 films géniaux que vous devez voir absolument. C'est de la bombe atomique. Le 3e est un peu en dessous des 2 autres, mais vu la qualité de ces derniers, c'était pas évident de faire un 3e chef-d'œuvre. Mais attention, il est mortel quand même. Pegg apparaît dans la saga Star Trek et la saga Mission Impossible. La très bonne comédie SF ultra référencée Paul, toujours avec Nick Frost. Les séries Hippies et Spaced. La comédie romantique méconnue Man Up et un petit rôle dans un de mes films préférés, Ready Player One. Film clivant apparemment, mais pour moi c'est un super dos. William Hare est quant à lui interprété par Andy Serkis, pionnier de la mocap, alias motion capture, puisqu'il a joué plusieurs personnages de cette façon, à savoir Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, Caesar, dans la dernière trilogie de la planète des singes, Caesar ou César? Non, César, je trouvais le son intéressant, mais... King Kong, dans le film de Jackson, le Capitaine Haddock, dans Tintin, dans lequel Pegg joue un Dupont, Baloo, dans la version qu'il a réalisée du livre de la jungle, ou encore Snoke, dans les derniers Jedi. Mais on l'a vu à visage plus ou moins découvert en Sméagol, dans Le Retour du Roi, un rôle de cuisinier moustachu dans King Kong, justement, et Alfred Pennyworth dans The Batman de Matt Reeves. Isla Fisher, dans le rôle de la fille de joie, est apparue dans Serial No Sir, Confession d'une accro du shopping, Insaisissable, ou Gatsby le Magnifique avec le roi Léo. Femme aux multiples talents, elle est aussi l'auteur de 2 romans, Seduced by Fame et Bewitched, uniquement disponibles en anglais. Plusieurs apparitions de comédiens bien connus, dont l'immense Christopher Lee, plus de 200 films au compteur, dont des films de la Hammer, Frankenstein, La Momie, Jekyll and Hyde, Dracula, etc. Tiens, au fait, vous savez qui va jouer Dracula dans le film Redfield de Chris McKay? Nicolas Cage, dans des habits de lumière que n'oserait même pas porter Lady Gaga. Je m'égare, mais il me fallait mon gimmick. Christopher Lee, pour la nouvelle génération, c'est évidemment le comte Dooku dans la prélogie Star Wars. Et surtout, le sorcier Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. There will be no door for men. Mais ce qui fait de lui un gars bien, c'est qu'il est un métalleux. Narrateur pour le groupe Rhapsody of Fire, des singles spécial Noël comme Heavy Metal Christmas 1 and 2, Bon, j'ai pas dit qu'il faisait bien, mais il le fait. Et d'ailleurs, il est aussi vocaliste avec le groupe Charlemagne. Donc quand même, respect au papy metal. Tim Curry est là, en chirurgien old school, au fétichisme tarantinien. Inoubliable en Pennywise dans la version de Hit de Tommy Lee Wallace. Frankenfurter, le travelot dans The Rocky Horror Picture Show,
ou le cardinal de Richelieu dans la version des Trois Mousquetaires de Steven Herek. On va bientôt le voir en intervenant dans le documentaire consacré au Hit que j'ai mentionné il y a 2 minutes, et qui s'intitule Pennywise, The Story of It. Mais ça vous fera un choc car Tim y apparaît très diminué, victime d'un AVC il y a quelques années. Je vais citer Tom Wilkinson, de The Full Monty. Ainsi que Hugh Bonneville, de la série Downton Abbey. Un petit caméo de Ray Harryhausen, que vous connaissez maintenant si vous avez vu l'émission sur les clowns. John Landis s'est amusé en incluant dans son film de petites touches humoristiques et historiques qui passent inaperçues, mais comme je suis bon prince, j'ai fait les recherches pour vous. Par exemple, le personnage de Tim Curry signale à son collègue le Dr Lister qu'il pue de la gueule. À la base, on pense que c'est gratuit, mais en fait le Dr Lister a donné son nom à la Listeride, le bain de bouche qui rafraîchit la laine. Comme quoi, fallait le savoir. Oh là. Oh. Tenez, une bonne amie. Dans une scène se déroulant au cimetière, on aperçoit un chien en train de garder une tombe au nom de John Gray. Il s'avère qu'il s'agit d'un fait divers de l'époque où un chien a remué la terre de la tombe de son maître pendant des jours, Hatchie style. Et cerise sur le gâteau, le chien du film, c'est le chien de Simon Pegg. Il existe à Édimbourg un club de striptease portant le nom de Burke and Hare, mais je ne le conseille pas, c'est cher et après ça brûle le zizi. Si vous avez la chance de passer par Édimbourg ou même d'y avoir séjourné, big up pour Géouf, passez par le musée où l'on peut voir le vrai squelette d'un des personnages du film. À choisir, commencez par le musée et faites le club de striptease après, et pas l'inverse. Il y a des caméras au musée et si vous voulez pas avoir de réflexion sur vos grattages réguliers à l'entrejambe, c'est le meilleur moyen. En résumé, Burke and Hare est une très bonne comédie noire à l'issue douce amère, due aux motivations et caractères très différents des deux personnages principaux. La reconstitution du Édimbourg de l'époque est vraiment impressionnante et très réaliste. À mon avis, tu me prends pour un con. Tu m'as l'air bien jeune pour avoir connu cette époque. Oui, évidemment, j'y étais pas, donc en fait, y a pas moyen d'être sûr. Mais on s'y croirait. La réalisation est basique, mais l'intérêt qu'on porte aux personnages et aux situations valent largement le coup d'œil. C'est drôle, un peu méchant, presque touchant, et digne d'intérêt à plusieurs niveaux puisque l'évolution de la médecine, les nouveaux corps de métier, la naissance de la photographie font partie du récit et ne manquent pas de pertinence. On a aussi de petites vannes, malheureusement encore d'actualité aujourd'hui, sur la différence homme-femme, à l'image de cette scène du début où une femme est pendue pour prostitution, ébriété et mauvaise attitude. Remplacez la prostitution par les violences conjugales et il y a moyen d'en user de la corde chez la gent masculine. Bref, matez-vous Cadavre à l'appel, en VO tant qu'à faire, et revenez nous dire ce que vous avez pensé de nos 2 films traités ce mois-ci. Je vous laisse et on se retrouve en mars pour un affrontement entre générations. Ciao.